pas bon. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, on attend le deuxième homme, ou le troisième, je ne sais jamais, qui est Arnaud Durand, qui est avocat, et qui est aussi codeur. C'est lui qui a fait le site, donc ça permettra... il faut dire qu'il s'est couché un peu tard ce matin, vers 5 h. Donc il n'est peut-être pas complètement frais, mais on va l'attendre. Donc, alors déjà merci d'être venu, hein, parce que c'est tout le monde ou presque. Ah, Arnaud Durand arrive, j'ai l'impression. Sous les applaudissements. On a peut-être une chaise pour lui. La cravate n'est pas obligatoire. Ça va? Ça va bien ça? Alors, sous les applaudissements, j'ai l'impression d'être un peu Michel Drucker, tu vois. Oui, il faut quand même qu'on se détende un petit peu, parce que c'est une affaire sérieuse, mais nous n'en sommes pas moins. Bonjour monsieur, vous êtes le journal toulousain. Très bien, bienvenue. Hop. Donc, on va presque commencer à l'heure. Alors nous sommes en direct sur Facebook, on salue nos amis qui nous écoutent, j'en reconnais certains. Dès que notre ami Arnaud est prêt, on va commencer. Est-ce que... Bonjour. Bon. Comme les stars, c'est pas Madonna, hein, Arnaud. Il ne va pas prendre 3h30 pour arriver, mais c'est quand même lui qui est responsable de toute cette grande aventure sur le Linky, puisque pour ceux, je meuble un petit peu, hein, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, on a déjà lancé une action Linky l'année dernière, le voilà, tous vos applaudissements, on le voit aussi, c'est parfait. Les flashs critiques quand tu arrives, ça c'est la star de la journée. Bon, alors on va redevenir un peu sérieux. Déjà merci encore une fois d'être venus si nombreux. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Donc aujourd'hui nous avons le privilège, avec Arnaud Durand qui est avocat au barreau de Paris comme moi, de lancer ce qui pourrait devenir la plus importante action collective française à ce jour. Pourquoi est-on aussi fanfaron? Tout simplement parce que en novembre dernier, nous avons lancé ce qu'on appelait une pétition action collective, c'est-à-dire que nous avons mis en ligne sur le site dédié à l'action, linky.mysmartcard.fr, une pétition gratuite qui permettait à tous ceux qui en avaient connaissance, qui ne voulaient pas du Linky, de faire savoir leur refus de l'installation de Linky ou leur demande de retrait du Linky. Bonjour. Et cette pétition a eu un succès important puisque en moins d'un mois, on a atteint les 10 000 participants à cette pétition. Et donc, début janvier, nous avons fait ce qu'on appelle une mise en demeure à Enedis pour lui demander, conformément au terme de la pétition, soit le retrait du Linky s'il avait été installé,
soit de tenir compte du souhait de certaines personnes de ne pas le voir installé. Enedis nous a répondu, une réponse que je laisserai à Arnaud le soin de détailler. Vous vous en doutez que c'est une réponse qui n'était pas satisfaisante. C'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant obligés de passer dans la troisième phase, qui est de proposer à tous les pétitionnaires, mais aussi à toutes les personnes qui se sentent concernées par le refus du Linky, de participer à cette action collective. C'est une action collective qui va être devant le tribunal de grande instance, qui a pris, comme vous le savez, depuis le 1er janvier, un nouveau nom, c'est le tribunal judiciaire, et c'est le tribunal judiciaire, donc au fond, qui va devoir apprécier les différents arguments qu'on va vous développer pour savoir si il peut ou non interdire à Linky, à Enedis, d'avoir ce comportement de harcèlement que bien souvent les consommateurs dénoncent. À l'instant où je vous parle, donc, nous sommes en train de lancer la phase d'inscription. Ça ne veut pas dire que la procédure est ouverte. La procédure qui se matérialisera par une assignation, c'est un acte judiciaire délivré par un huissier, normalement devrait être délivré entre mai et juin, le temps pour nous de traiter les très nombreux dossiers qui vont arriver et de préparer nos argumentaires sur le fond. Donc voilà, grosso modo, le timing. Aujourd'hui s'ouvre la période de souscription en action collective. On a réussi à... alors, c'est une action au fond, donc c'est une action qui va durer. C'est une action qui, dans notre meilleur calcul, on espère la sortir dans 18 mois. Mais comme avec la grève il y a des retards et il y a en plus un embouteillage conséquent dans certains tribunaux, on n'est pas certain que l'action sortira avant 24 mois. Donc, parmi les propositions qui sont faites en ligne, il y a la participation à cette action avec un mode innovant de financement puisqu'on propose un abonnement. Pendant 24 mois, 8,20 € par mois, soit, tu as fait le calcul je crois Arnaud, c'est le prix d'un café par semaine. Et l'idée c'est de défendre ces milliers de personnes pendant toute la procédure pour justement qu'on soit en position de force. L'idée aussi c'est que c'est un moyen de rendre accessible la justice au plus grand nombre et de bénéficier d'une égalité des armes. Parce qu'on l'a déjà vu dans le dossier de référé, Linky n'hésite pas à faire appel au meilleur cabinet de la place. Et quand il y avait, dans le dossier référé, on avait 25 procédures, on a fait quasiment le tour de tous les grands cabinets. Et quand on sait que ces grands cabinets facturent pour les associés à plus de 700 € de l'heure, il est évident, 700 € de l'heure, hein, il est évident que des particuliers isolés n'ont pas les moyens de rivaliser avec cette puissance de feu. Sauf qu'en se regroupant, l'union fait la force, et là, on espère, en étant des milliers, peut-être même plus que des milliers, des dizaines de milliers, avoir les moyens de structurer la défense, de faire appel à des expertises privées ou judiciaires, et d'apporter la contradiction à armes égales avec Enedis. Donc voilà grosso modo ce que je voulais vous dire en termes d'introduction. Je vais laisser la parole peut-être à Arnaud qui va expliquer un petit peu la réponse d'Enedis et donner quelques arguments qui vont être développés, qui tournent principalement autour de la santé et des data. Il y en aura d'autres, mais on ne va pas tout développer maintenant. Et puis évidemment, à la fin, s'il y a encore des questions, si on n'a pas été assez clair, on est à votre disposition. Arnaud. Eh bien, merci à tous d'être venus. Effectivement, on a reçu récemment la réponse d'Enedis à la suite de la pétition. C'est-à-dire que l'objectif, c'était pas de créer un gros contentieux, c'était d'abord de dire à Enedis, maintenant il est temps de trouver une solution. Ce contentieux, ça fait 2 ans qu'il mine la distribution d'énergie. C'est Enedis cause tous ces problèmes, puisque c'est elle qui s'accroche à cette soi-disant obligation, dont elle n'a toujours pas précisé la sanction. C'est-à-dire qu'elle clame au BRB qu'il faut installer Linky, sinon est-ce qu'Enedis va disparaître, aller en prison, on ne sait pas. Il n'y a toujours pas de texte qui est visé. C'est l'élément principal qui ressort de sa réponse. Enedis nous répond oui, mais je veux l'installer, mais elle ne dit pas quel est le texte précisément qui l'oblige. Elle vise une flopée de textes en espérant qu'avec ce nuage, les clients et puis en l'occurrence les avocats la suivent sur cette obligation dont elle n'a toujours pas précisé le fondement. Elle nous dit que sur la question de la santé, donc elle se soulève les arguments habituels, hein, qui est de dire que
les valeurs les plus hautes au monde qu'on a en France, qui sont les moins protectrices au monde, seraient respectées avec Linky. Et elle met de côté un peu le volet fraude sanitaire qu'on a développé dans le cadre des écritures et qui vont intervenir à nouveau au fond, à savoir que le jour de l'évaluation sanitaire, les ondes du Linky ont été divisées par 260 fois. Juste le jour. Le lendemain, c'est remonté à plus de 270 fois. Et l'ANSES, qui avait des doutes sur ces fréquences-là, celles qui sont ajoutées par le Linky pour être très précis entre 35 000 et 95 000 Hz, elle a été dupée en quelque sorte par cette évaluation qui a été faite le jour de son rapport par une baisse extrêmement rapide de l'exposition qui a remonté ensuite. Elle nous dit aussi, Enedis, sur le Linky, mais vous inquiétez pas, mon Linky ne va pas poser de problème au téléphone portable. Mais on n'invoque pas la santé du téléphone portable, on invoque la santé des requérants. Donc d'abord, notamment les personnes électro-hypersensibles, dont on avait déjà expliqué que certaines ne peuvent plus supporter de vivre chez elles à cause des ondes rajoutées par Linky, dont on disait qu'elles étaient très faibles, mais on s'est aperçu qu'effectivement c'était à cause de cette évaluation sanitaire parfaitement dupée le jour J. Mais également, tout à chacun, c'est l'objectif du recours au fond, c'est de pouvoir avancer le principe de précaution, en disant il y a un risque qui est reconnu officiellement. On vous remettra dans un dossier de presse la liste des pièces. On sait que l'ANSES, sur les fréquences ajoutées par Linky, nous dit qu'il y a des incertitudes sanitaires. Et que ces incertitudes sanitaires, elles existent parce qu'il y a des études qui trouvent des effets. Bon. Eh bien, on demande simplement aux juridictions de laisser le choix aux clients, aux consommateurs d'électricité, de savoir s'ils veulent prendre ce risque ou pas. Et que ceux qui entendent effectivement se défendre puissent bénéficier de la protection de la justice, puisque c'est le deuxième point qui est reproché avec force à Enedis, c'est son système d'exécution forcée. Au début, personne ne nous croyait, aujourd'hui c'est parfaitement notoire, tout le monde sait qu'Enedis passe en force, guette si vous êtes chez vous pour savoir quand est-ce qu'on peut poser au mieux le Linky, il y a des collectifs qui s'organisent pour ce qui font des rondes, enfin c'est devenu presque une guerre. Tout ça pour poser un compteur intelligent au domicile des clients. Un compteur dit intelligent. Un compteur dit intelligent, dont on se demande si c'est pas une intelligence de surveillance plutôt qu'une intelligence au service du consommateur. Parce qu'on n'a toujours pas compris pourquoi Enedis se battrait autant pour faire baisser les prix de l'électricité, pour que les gens consomment moins. Évidemment, il y a autre chose derrière. Et on sait quoi? On sait notamment que le Linky, et ça fait partie des pièces qu'on vous soumet dans le dossier de presse pour être précis, on sait que le Linky il a été équipé d'un dispositif qui détecte chaque appareil électrique de la maison. Enedis, dans sa lettre de réponse, n'a pas trouvé de contre-argument. Elle pourrait très bien produire une note d'expert, elle pourrait démontrer que c'est impossible. Elle ne le fait pas parce que cette fonction de détecter est-ce que c'est un chauffe-biberon qui est allumé, est-ce que c'est une machine à laver, est-ce que c'est un frigo, à quelle heure, etc., c'est elle-même qui l'a revendiqué en 2016 dans la presse, en disant on va essayer de stimuler les consommateurs, regardez c'est génial, ça permet de voir tout ce qui se passe dans la maison. Sauf que c'est la réaction inverse qui s'est produite. Les consommateurs se sont dit mais pourquoi Enedis saurait quel appareil est allumé chez moi? Et alors Enedis a rétro-pédalé. Le problème c'est qu'entre-temps, il y a une thèse qui a été faite sur cette fonction qui a été financée par le groupe EDF dans le cadre du R&D Linky pour détecter justement encore plus précisément quel appareil. Et dans cette thèse, on voit que Enedis et EDF ont déjà constitué une base de données des signatures d'appareils. De manière très simple, un four qui démarre, ça fait 1000 watts d'un coup par exemple. Une machine à laver qui démarre, c'est beaucoup plus compliqué, ça fait des variations, etc. Et toutes ces signatures de démarrage-là ont été répertoriées dans une base de données qui s'appelle CICED d'EDF pour justement mieux capter ce qu'il se passe. Et dans sa lettre, Enedis nous dit non, ça je ne peux pas le faire parce que dans le décret, on ne peut pas le faire. Mais justement, c'est ce qu'on explique à Enedis, que comme ce n'est pas marqué dans le décret, ils ne peuvent pas le faire. Mais le problème, c'est qu'en fait, en réalité, ils ont doté le Linky de cette capacité. Et ils n'ont trouvé aucun contre-argument factuel pour dire ah non, ce que je vous ai dit en 2016 c'était faux, on n'a aucune explication Enedis, ou non, ce thésard, rien à voir, parce que ce thésard, dans son papier scientifique, revendique lui-même que c'est pour le Linky que ça a été fait, donc Enedis n'a pas trouvé d'argument. Qu'est-ce qu'on a d'autre éventuellement sur le... Pour continuer sur les données, Linky ne fait pas ça par hasard et gratuitement, puisque nous avons également communiqué des documents qui émanent d'Enedis, qui expliquent qu'ils sont en train de changer de paradigme. Aujourd'hui, Enedis, c'est le distributeur d'électricité en France. À terme, ils veulent devenir des courtiers en data. Ils veulent que ces informations qui ont l'air anodines, mais qui permettent un véritable profilage du consommateur,
puisse être utilisé pour être revendu à des tiers. Alors ça peut vous faire sourire, mais je vais quand même vous prendre toujours deux exemples qu'on cite souvent quand on plaide l'un avec l'autre. Arnaud est un jeune papa, donc quand il se lève la nuit pour faire chauffer le biberon de son fils, il utilise un micro-ondes ou un chauffe-biberon, et ça a une signature particulière. C'est un événement qui est nouveau par rapport à la consommation ancienne, et donc avec d'autres paramètres, on peut déterminer qu'il y a une arrivée dans le foyer d'Arnaud, et donc vendre cette information pour qu'il reçoive des publicités pour des couches ou des petits poux, que sais-je encore. A l'inverse, moi qui suis maintenant un homme de plus de 50 ans, si j'ai la mauvaise habitude de me lever 3 fois par nuit et qu'on puisse me suivre de ma chambre jusqu'aux toilettes en allumant toutes les lumières pour me suivre, on va déterminer qu'en tant qu'homme de plus de 50 ans, j'ai peut-être des problèmes de prostate, et cette information, qui est une information médicale, va être vendue soit à des compagnies d'assurance, soit à des compagnies pharmaceutiques, pour justement me proposer, j'ai même reçu dernièrement, ça m'a choqué, une garantie obsèque, des informations, donc déjà ils sont très forts, mais bon, je les rassure, j'en ai encore j'ai calculé pour au moins 30 ans. Vous vous levez souvent alors? Alors là, c'est une donnée personnelle qui est confidentielle, à laquelle je ne répondrai pas. Mais c'est un exemple, je citais. Et il n'y a pas que moi dans cette situation. Mais plus sérieusement, ce sont donc des données qui sont sensibles et qui sont protégées en tant que telles. On vient de voir, je ne sais pas si vous en avez connaissance, le 31 janvier de cette année, la CNIL a mis en demeure EDF et Direct Energie parce que, soi-disant, Enedis et EDF obtiennent le consentement des consommateurs pour utiliser ces informations. Sauf que le consentement qui est obtenu, c'est un clic pour normalement transférer les informations pour faire le comptage de votre consommation, mais en même temps, sans qu'on vous le dise très clairement, on utilisera toutes les autres informations fines de votre consommation pour vous profiler. Et ça, la CNIL a dit, c'est pas possible. Il faut que le consommateur ait une vision très précise des usages qui sont faits des données le concernant. Ok, c'est normal de transférer le comptage de votre consommation globale à EDF ou à Direct Energie pour qu'ils facturent. En revanche, il n'est pas normal qu'Enedis récupère des informations fines sur votre consommation pour ensuite vous proposer des services que vous n'attendez pas. Et ce risque que nous dénonçons, qui n'est d'ailleurs pas qu'un risque, qui est une réalité, il se double d'un risque dans le sens où il y a de plus en plus d'appareils Linky Ready. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez de plus en plus d'appareils connectés qui vont avoir un tas d'informations en plus de la consommation électrique. Eh bien, le Linky va pouvoir les récupérer et les traiter. Alors on me dit, de l'autre côté, parce qu'on commence à avoir l'habitude, mais le transfert entre le domicile et le centre de gestion d'Enedis se fait de manière codée, protégée, et donc ça ne peut pas être récupéré par n'importe qui. Et ce n'est pas le problème de la récupération de la donnée brute, c'est le fait qu'une fois qu'elle est décryptée par Enedis, ils ont accès à un certain nombre d'informations qui sont protégées par la loi. Donc ça, c'est un des arguments forts que nous évoquerons devant le juge. Et puis d'autres éléments que nous évoquerons au fil de l'eau, notamment la question du risque d'incendie. On a constaté, il y a des listes qui sont établies par les collectifs qui font un travail très important et très utile à la communauté des anti-Linky, que souvent, quand il y a des installations d'un Linky sur des équipements, des maisons ou des appartements qui ont une électricité un petit peu ancienne ou obsolète, le fait d'insérer du courant porteur en ligne. Alors, on ne vous a pas encore expliqué ce que c'est le courant porteur en ligne. Vous savez que dans le circuit électrique, vous avez du courant alternatif qui circule à 50 Hz, c'est-à-dire qu'en une seconde, ça fait 50 fois le cycle aller-retour. Le courant porteur en ligne, c'est un courant à de très basse fréquence, je pense qu'on le contrôle. Beaucoup plus haute, du voilà. coup, celle-là. Donc des fréquences beaucoup plus hautes qui vont à la fois générer un train d'onde différent, d'où le problème pour la santé, mais qui vont aussi être beaucoup plus rapides dans le circuit électrique. C'est là qu'on parle de radiofréquence. Et c'est là que ça peut générer aussi des problèmes de surchauffe ou de difficultés dans des circuits un peu anciens, et ce qui fait que je crois que c'est au moins 200 départs d'incendie par an qui ont été constatés après l'installation d'un Linky. On produit aussi des éléments où il y en a quelques-uns qui sont survenus juste après la pause, quasiment dans les mains du poseur. Et ils nous disent doute, elle n'est pas sûre, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même un lien temporel extrêmement fort entre la pause et le départ du feu. Et autre élément qui est important aussi, c'est la facturation. On a des exemples parfois caricaturaux. Je crois que la presse a fait état de ce jeune homme à Brest, je crois, qui habite dans un petit studio et qui a vu sa facture passer à 14 000 €
du jour au lendemain après l'installation de Linky, ce qui n'a pas de sens. Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Et surtout, ce qu'on veut vous signaler, c'est que si l'État et EDF sont autant favorables et arc-boutés sur le Linky, c'est pour une raison toute simple. À l'horizon 2030, normalement, toute la fiscalité liée au pétrole, notamment à la consommation automobile, va petit à petit riper vers la consommation électrique. Il faut donc que, pour l'État, on ait une nouvelle source de revenus qui sera une taxation qui existe déjà, mais qui va se développer encore plus avec la taxation de l'électricité. Et puis, pour des acteurs comme EDF, qui, comme vous le savez certainement, ont besoin de beaucoup d'argent pour restructurer tout le parc électronucléaire, l'objectif, à terme, c'est de détruire les tarifs réglementés. Le fameux hors-creuse, hors-pleine, que nous connaissons tous, va être le plus possible transféré vers un tarif au prix de marché à la seconde, à l'américaine. Ce qui veut dire que vous allez avoir une précarisation accrue des consommateurs d'électricité, alors même que depuis maintenant 40 ou 50 ans, EDF a passé des accords avec des constructeurs pour que le chauffage soit de préférence électrique, ce qui va dire que vous allez avoir des personnes qui sont déjà dans des situations difficiles, qui vont voir leur facture d'électricité exploser parce que les tarifs réglementés vont disparaître. Donc c'est pour toutes ces raisons que cette action collective est lancée. C'est aussi peut-être pour cela qu'il y a ce début de frisson citoyenne de la part des requérants, puisqu'encore une fois, on a lancé la pétition fin novembre, je crois que c'était le 25-26, quelque chose comme ça, fin novembre 2019, en moins d'un mois, il y avait plus de 10 000 signataires. Là, on dépasse facilement les 12 000. J'espère que les plus de 10 000 vont se joindre à l'action collective, et surtout que ceux qui n'ont pas signé la pétition nous rejoignent, parce que, comme toujours, ensemble, on est plus fort. L'union fait la force. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur la conférence proprement dite. Si maintenant vous avez des questions pour éclaircir certains sujets, la parole est à la salle. Les recours en justice jusqu'à présent, notamment contre les arrêtés municipaux qui vont dans le sens, en général, la justice a dit non. Là, c'est pour les pouvoirs du maire. Voilà. Le maire n'a pas le pouvoir d'interdire généralement. C'est pour ça que l'angle d'attaque de l'action, c'est que c'est chaque personne qui décide ou non de s'opposer à Enedis. Encore une fois, c'est une action individuelle. C'est à la fois collectif et individuel. On ne vise pas l'interdiction de Linky. Si vous êtes content de votre Linky, gardez-le. Ce n'est pas notre problème. On n'est pas des ayatollahs anti-Linky. On est simplement pour respecter la directive européenne qui prévoit le libre choix du consommateur. Or, ce libre choix n'est pas respecté, puisqu'on impose par tous les moyens, y compris par du harcèlement téléphonique et au domicile, le Linky. Donc simplement ce qu'on veut, c'est le respect de la loi, toute la loi, pas simplement celle qui intéresse Enedis. Il me semble que dans l'affaire de Blagnac, vous vous rappelez, le jugement avait été de dire la mairie ne peut pas, etc., ce que vous dites. En revanche, EDF ne peut pas s'imposer, ou Enedis ne peut pas s'imposer chez le particulier, sauf si c'est un compteur d'immeubles qui est une série de compteurs qui sont en bas des immeubles, en zone publique. Mais quand c'est en zone privée, il me semble qu'ils avaient statué là-dessus, les juges. Enedis a également ce discours, mais explique pas pourquoi elle harcèle vraiment les gens quand c'est à l'intérieur, parce que vous avez énormément de gens qui reçoivent le courrier d'Enedis, ils ont l'impression d'être un bandit en refusant Linky. Et du coup, ils ouvrent leurs portes sous la contrainte de ces courriers, de ces textos sans arrêt, de ces relances téléphoniques, etc., sur des plateformes qui ont des pratiques assez surprenantes. Alors pourquoi il faut... Je réponds sur la Le but, c'est de défendre toutes les personnes, que le compteur soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il n'y a aucun fondement, si vous voulez, en droit, qui expliquerait qu'il y a une différence de traitement entre celui qui a la chance d'avoir son compteur à l'intérieur. Pour autant, il n'a pas le Linky. Ici, il y a la propriété privée, c'est pas dessus que s'est basé le juge. Oui, mais la propriété privée, en droit, c'est plutôt le domicile qui éventuellement s'opposerait à Enedis. Mais le fondement, du coup, de celui qui est également consommateur d'électricité, mais qui a, ah zut, il a le compteur à l'extérieur. Alors, il faut revenir sur ce que vous disiez, c'était le tribunal administratif. Ah oui, c'était la commune de Blagnac qui avait pris un arrêté pour expliquer qu'il fallait réguler l'installation de Linky. Il y avait 2 ou 3 arguments, et un des arguments, c'était de dire Enedis, ou les sous-traitants qui travaillent pour Linky, doivent respecter la propriété privée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas forcer la porte pour installer le Linky. Donc quand le Linky est installé chez vous, dans votre domicile, vous pouvez refuser l'entrée de l'installateur.
la difficulté se pose différemment si vous avez le Linky dans une colonne d'immeuble ou si vous l'avez en extérieur, en bordure de votre terrain, sur la voie publique, et là ils peuvent intercepter, etc. Et le tribunal administratif et le Conseil d'État leur a donné raison à Enedis, mais alors là il faut que je vous dise un truc après. Le tribunal administratif dit mais le maire ne peut pas s'intéresser dans ce conflit qui est un conflit privé. Entre consommateur et donc, comme Enedis est une société anonyme de droit privé et que le contrat est un contrat de droit de la consommation, nous on dit nous allons devant le juge naturel du contrat du droit de la consommation qui est le tribunal judiciaire. Je referme cet aspect et j'indique aussi, pour vous donner quand même c'est un point sensible et je le mets d'entrée sur la table parce que je le dis ouvertement et je pense que nos amis d'Enedis qui nous écoutent pourront l'utiliser. Il faudra quand même un jour que la puissance de feu d'Enedis et le jeu un peu trouble de l'État soient soumis à la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne comprends pas aujourd'hui que l'un des grands défenseurs d'Enedis soit l'ancien directeur de cabinet d'un ministre de la Justice. Ça me paraît curieux que cette personne qui était à une position de pouvoir pour nommer des juges se trouve dans une situation de défendre un justiciable hors norme. Et ça fera partie des éléments que nous évoquerons, puisque on a eu dans le dossier avec Arnaud, non pas un sinistre, mais quelque chose qui nous a beaucoup troublés. Dans un tribunal de grande instance, dans le cas des référés, on avait une présidente dans une cour, un tribunal de l'ouest de la France, pour le moment je reste flou, et si vous voulez chercher sur Internet, vous trouverez facilement à qui je pense, qui a été particulièrement sévère, voire virulente, dans son ordonnance pour refuser de faire droit à nos demandes. Ça nous a surpris, on a voulu vérifier certaines petites choses, et on s'est aperçu que cette dame était mariée, ça arrive même au magistrat, et elle était mariée à un directeur d'une société d'économie mixte ou un directeur d'HLM qui se vantait sur Internet, le directeur, il faisait la promotion du Linky. Et on n'a pas compris que cette dame qui donne en plus des cours de déontologie aux magistrats ne se déporte pas compte tenu de la proximité qui était la sienne avec quelqu'un qui promeut le Linky. On est allé jusqu'au bout de notre démarche, on est allé vérifier l'état civil, ils sont toujours mariés, ils ont toujours des intérêts en commun. Donc, et il y a un contrat en cours avec EDF sur la transition énergétique. Et donc, en plus d'avoir fait appel à cette décision et de demander la nullité à cette décision, nous sommes en train de préparer une saisine du Conseil supérieur de la magistrature parce qu'on considère qu'il est complètement anormal qu'un magistrat soit aussi proche d'un justiciable. On l'a vu dans le dossier AZF puisqu'on est à Toulouse, il avait suffi que le lien soit indirect pour que l'arrêt qui a été rendu, qui condamnait Total, pas Total, Grande Paroisse, soit cassé par la Cour de cassation. Et bien là, on a un lien qui est direct, qui est d'une proximité qui est prévue par les textes, et pour autant le juge s'assoit dessus et n'a même pas la précaution de nous le dire avant l'audience pour qu'on puisse statuer en notre âme et conscience. Donc voilà, le dossier Linky, c'est un dossier qui est un révélateur du pouvoir extrêmement fort d'acteurs industriels comme EDF. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on soit nombreux, parce que face à nous, nous avons la toute-puissance d'EDF, Enedis, 100%, c'est quoi? C'est une filiale à 100%? Filiale d'EDF à 100%, et l'État qui protège EDF. Donc il faut que les citoyens s'arment, judiciairement parlant, pour que leurs droits soient respectés. Alors allez-y, une question. Alors à l'heure actuelle, combien de personnes ont souscrit là, pour la procédure? Pour la procédure, on ouvre aujourd'hui. Donc je vais vous dire combien vont y être là. On a fait un petit sondage. Voilà. Il y a 12 000 personnes, ça c'est ceux qui ont signé la pétition. Il y en a 82%, vous avez mis avec la virgule dans le dossier, qui ont l'intention, quand on leur a demandé la semaine dernière, de souscrire à l'action en justice pour être défendus ensemble. 82. 82,4%. Oui. Il y a des collectivités, c'est possible que les collectivités participent à ce genre de procédure? Non. Alors, les collectifs d'individus qui chacun rejoindrait l'action, mais pas les collectivités territoriales, c'est le sens de votre question. Collectivité territoriale, c'est le droit administratif. C'est comme pour gagner tout à l'heure. C'est un cas particulier. Je voulais savoir si On peut faire des choses pour les rentrer syndics. dans la procédure par ce Et biais. là, c'est une demande individuelle. Encore une fois, Les syndics, c'est alors, plus complexe. Ce sont des décisions individuelles, donc ils ne protégeront qu'une personne. exactement. Si vous voulez être protégé, il faut venir à l'action. Sinon, ben, vous serez traité par Enedis comme elle traite tous les consommateurs.
Mais c'est individuel quand même, c'est collectif, c'est ça que vous pouvez expliquer, quoi le droit là-dessus? Alors, c'est la trouvaille que nous avons développée depuis quelques années. Vous avez depuis la loi Hamon ce qu'on appelle l'action de groupe. L'action de groupe, elle présente beaucoup d'inconvénients et en fait, elle a été inventée pour rendre impossible la class action. Elle rend la class action impossible. Je vous donne 2 ou 3 exemples. D'abord, pour lancer l'action de groupe, vous devez passer par une association agréée ou un syndicat. Donc un citoyen seul ne peut pas lancer l'action. Et donc le syndicat ou l'association peut avoir des intérêts qui ne sont pas forcément les vôtres. Deuxièmement, dans le cas d'une action de groupe, vous ne pouvez pas demander l'indemnisation du préjudice moral. Troisième élément qui est pour moi le plus grave, c'est qu'en fait, cette action de groupe, elle dédouble la procédure. Vous allez devoir démontrer dans une première procédure la faute de l'industriel, de l'État, ce que vous voulez. Donc tribunal, cour d'appel, cour de cassation, 10 ans. Et quand vous avez démontré la faute qui est reconnue, vous revenez au point de départ et vous allez devoir faire une démonstration dossier par dossier pour liquider le préjudice. Pour montrer que le préjudice que vous avez subi est bien en lien direct avec la faute qui a été poursuivie. Et donc là, on repart pour tribunal, peut-être expertise, donc ça va être long, tribunal, cour d'appel, cour de cassation, 20 ans. Donc l'action de groupe, elle est mornée, c'est fait pour faire semblant de dire qu'on a une class action à la française, mais on est sûr que personne n'utilisera. Et d'ailleurs, depuis 2014, je crois qu'il y a eu 5-6 tentatives qui se sont toutes avérées par des échecs. Mais à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle l'action collective conjointe. C'est-à-dire qu'il y a autant de personnes qui sont concernées par une même question, que grâce à la magie d'Internet et à la modification que l'on doit à M. Macron de la loi pour les avocats, nous pouvons créer un site, on a créé une Legal Tech, qui va permettre à tout le monde concerné par une question de se réunir, de participer à l'action, et comme ils vont être nombreux, on va pouvoir leur proposer un service moins cher que si c'est une action individuelle. Une action individuelle serait comprise entre 2000 et 5000 euros, suivant les complexités du dossier. Là, on le fait pour 8,20 euros par mois pendant même qu'un mois, c'est-à-dire 200 euros. Mais ça reste individuel ou c'est collectif? Oui, ça reste individuel. On ne change pas du droit fondamental. Non, ça reste individuel, mais simplement, c'est traité en une seule fois. Donc il n'y aura pas un seul jugement? Si, il y aura un seul jugement avec 2000 ou 3000 ou 5000 non. Oui, mais les cas peuvent être 10. Ah non, oui, mais dans le jugement, vous allez avoir une partie commune, y a-t-il ou pas faute, et puis après, pour chacun des dossiers, c'est pour ça que les magistrats nous voient arriver parfois avec une certaine appréhension, confère de l'évothyrox à Lyon, dans chaque dossier, il faut qu'ils vérifient si la personne a droit ou pas à une indemnité. Ah oui, d'accord, c'est ça qui est séparé, c'est oui. l'indemnisation. Mais en faisant ça... séparer dans 10 ans plus tard de revoir le cas, c'est traité en même temps. Et en même temps, on peut obtenir comme ça, alors c'est ce qu'on va essayer de faire peut-être pour les personnes électrosensibles qui sont particulièrement souffrantes à cause du Linky, on peut demander des mesures conservatoires entre-temps. Donc c'est... oui, c'est à la fois collectif et individuel. C'est ce que j'appelle du singulier pluriel. Ouais. Voilà. Mais c'est aussi le nerf du temps. C'est-à-dire que c'est quelle loi? La loi Hamon de 2014. Mais ça, non, mais l'action collective. Ah, mais c'est le code civil. C'est le mandat code de Ah oui, ça date depuis 50 ans. C'est exactement comme si 3 voisins désignaient un même avocat pour les défendre contre l'usine qui est en face. Sauf que là, ils sont 1 millier ou 10 000. La modification de Macron de pouvoir... Ça, c'est sur la Legal Tech. Ça, c'est sur les Legal Tech. La loi Macron de 2015 a permis aux avocats de pouvoir créer des Legal Tech, pour faire simple. Et donc, nous avons créé, nous sommes en train de la formaliser, mais pour le moment, c'est porté par mon cabinet d'avocats. Nous avons une plateforme qui gère cela. Et donc, l'idée, c'est justement de devenir des acteurs majeurs. Là, je déplace le dossier. On veut devenir des acteurs majeurs des actions collectives parce que, d'un autre point de vue, c'est un moyen de rendre du pouvoir perdu aux consommateurs et aux citoyens. On n'invente rien en fait, on ne fait que transposer, c'est le discours que tiennent les avocats américains. Aux États-Unis, les lobbyistes sont tellement puissants au Congrès qu'ils bloquent toutes les mesures protectrices des consommateurs. Le seul moyen qu'ils ont, et qu'on n'a pas en France, c'est les procédures d'action collective avec les dommages et intérêts punitifs. Si on pouvait obtenir que parce que le comportement de Enedis ici ou Merck pour les Votirox ou d'autres dossiers a un comportement volontairement lucratif en connaissant la faute qu'il réalise, on pourrait obtenir des dommages et intérêts punitifs pour avoir volontairement agi contre l'intérêt général. Ça en France c'est pas possible. On va se battre pour le faire évoluer, mais ça fera partie d'autres débats, d'autres combats qui viendront dans le temps. Moi
je reviens sur la jurisprudence. Allez. Est-ce qu'il y a déjà eu des actions en individuel du même type? Et qu'est-ce que ça a donné? Alors, pour le moment, ce qu'on avait fait, nous, c'était un référé. Le référé, je vous rappelle, c'est provisoire et conservatoire. Le plus souvent en référé, sur les 22 procédures que nous avons lancées, les juges des référés nous disaient « c'est trop compliqué pour moi, il y existe une différence sur l'interprétation de tel ou tel texte, donc je ne peux pas statuer. » Sauf à Toulouse, Foix, Bordeaux, Grenoble, Tours, où le juge des référés, mais seulement pour les personnes électrosensibles, a considéré que compte tenu de leur état de santé justifié par certificat médical, il fallait faire quelque chose tout de suite. Et que les protéger n'était pas attentatoire aux droits d'Enedis. Donc pour ces personnes-là, il y a eu des mesures de protection, soit interdiction d'installer le Linky comme à Toulouse, soit pose de filtre comme à Bordeaux, mais en tout cas, leurs droits ont été entendus, leurs voix ont été entendues. Uniquement des électrosensibles. Et pour le moment, uniquement les électrosensibles. Pour les datas, on me disait « Ouh là là, c'est compliqué, il faut interpréter le RGPD ». Le RGPD venait d'arriver, les juges français ne sont pas très à l'aise avec le droit européen, comme vous le savez, donc ils ont préféré voter en touche. Vous pouvez répéter, donc il fallait interdire le Linky à Toulouse, c'est une décision de justice. Hein. Oui, c'était l'année dernière au mois de mars. Donc ça c'était ouais. 12 mars 2019, je pense que si vous regardez au Combien moins... de personnes ça 13, non 13 personnes. Une quinzaine. Une quinzaine de personnes. Si vous chiffre de l'AFP ou de la dépêche... Oui, je peux faire le travail. Oui. Et pour les filtres à Bordeaux, c'était quand? C'était un peu après. 23 avril. 23 avril 2019, ce jour. En fait, à partir du moment où un juge a osé dire à Enedis, oui, effectivement, pour les EHS, il y a un problème, et dès le référé, avant même de juger définitivement de la situation sanitaire, je vais prendre des petites mesures de protection finalement, pas avoir Linky et filtrer le courant. À ce moment-là, il y a eu une flopée d'articles et une flopée de juges qui ont pris des décisions, donc ça s'est enchaîné. Il y a eu, donc on a dit Toulouse, Bordeaux, Foix, Grenoble et Tours, jusqu'à ces décisions dont Christophe vous a parlé tout à l'heure. Tous des référés, hein, tous. Oui, Ouais. Jusqu'à cette décision dont Christophe vous a parlé tout à l'heure, d'une magistrate dont le conjoint effectivement est un partenaire notoire d'EDF et qui là a un peu stoppé. Ouais, d'accord. Dans quelle ville? Elle s'appelle comment? Vous avez dit l'Ouest, non, c'est ça? À l'Ouest, mais il y a beaucoup d'Ouest. Ben voilà, c'est bien ça. Avec beaucoup de pommes. Elle travaille où, ce magistrat qui a stoppé le flot? Justement, Vous trouverez dans les dépêches. D'accord. On a fait des articles et vous avez sur mon blog plein d'informations là-dessus aussi. Et on sait quand ça va passer sur le fond? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. On sait. Je parle de celles-là. Je parle de celles qui ont les. Mais elle peut pas passer sur Mais le fond. justement, c'est condamné, elle fait appel sous 3 jours. Et pour l'instant, malgré la durée, il n'y a eu encore aucun renversement. Au contraire, la cour d'appel de Toulouse, parce qu'Enedis n'avait pas envie de poser les filtres. Elle les a posés à Bordeaux, à Toulouse, elle a dit c'est impossible. On a expliqué au juge de Toulouse qu'elle avait réussi à les poser à Bordeaux. Et le juge de Toulouse, le premier président de la cour d'appel de Toulouse, a dit bah Enedis, vous les posez. Donc elle a fait l'objet d'une piqûre de rappel, on va dire, en cours de procédure pour la forcer
dégâts de données à la cour d'appel. Donc tout ça bien classé, bien organisé pour qu'ils s'y retrouvent facilement. Et que s'ils veulent vérifier que Madame Michu de Limoges est dans son bon droit, ils vont voir le dossier A483 et là ils voient, tiens, il manque une pièce donc elle n'aura pas droit. Mais encore une fois, on n'est pas là pour embouteiller la justice, au contraire, en concentrant le tir et les demandes sur une seule action, on permet d'avoir, c'est un risque, une décision globale. Alors, il n'y a pas de production parce qu'on n'est pas sur de l'électrosensible, on est sur du kidam moyen. Si, il y aura aussi des Oui, sensibles. d'accord, mais vous adressez à tout le monde, à tous ceux qui en veulent passer quoi les pièces justificatives? Pièce d'identité, facture d'électricité et la preuve de pose, mais ça c'est nous qui la produisons parce qu'il y a des calendriers en ligne. Donc en gros, il y a 2 pièces essentielles, ce qui est assez simple, pièce d'identité et facture. Et après, toutes les pièces de fond que nous avons, où nous avons des documents internes à Enedis, qui permettent de démontrer ce qu'on dit tout à l'heure, le brevet de 2005, pas le brevet, la thèse, les déclarations d'un tel directeur devant des marchés financiers qui disent nous allons devenir les cadors de la data parce qu'ils ont récupéré. On a aussi dans le cadre de cette conférence-là, justement, quand Enedis s'adresse aux investisseurs, le discours change complètement. C'est plus du tout le discours qui est fait aux consommateurs, c'est pour vous aider à consommer moins. Et on a un directeur de fournisseur d'énergie électrique qui s'en prend à Enedis et qui dit mais pourquoi vous empiétez sur notre champ concurrentiel? Pourquoi est-ce que vous venez nous piquer les datas? Vous êtes là pour compter, vous ne devriez pas exploiter ces données. Et on a déjà des preuves comme Enedis exploite ces données. Est-ce que géographiquement vous avez déjà on va dire des îlots de résistance? Oui, il y a Toulouse, il y a Bordeaux, les pays Qatar, vous voyez, voilà, qui sont en résistance. Et qui aussi, parce qu'ils vont condamner en référé, suscite plus de confiance sur la manière de traiter le dossier. Après, dans tous les tribunaux où il y a 100 demandeurs, d'un point de vue de la compétence territoriale, on peut saisir un tribunal local. Quand ce n'est pas le cas, la personne, elle est devant le tribunal central, c'est-à-dire celui du défendeur. Parce que ça, c'est un point qu'on est en train d'étudier. L'une des demandes des justiciables, c'est de pouvoir assister aux audiences. Parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent écouter les arguments des uns et des autres. Et donc, si on centralise tout sur une seule tribunal, qui soit celui de Nanterre, ça veut dire que tous les provinciaux vont être privés de l'accès à la justice. Et puis, donc, c'est pas aussi, ça vous expliquer le caractère volumineux de ces dossiers, c'est pas non plus solliciter une juridiction avec 50 000 dossiers en même temps. Donc, il est probable, on n'a pas encore arrêté complètement la décision, qu'il y aura une procédure à Nanterre normalement, et puis dans les très grandes régions d'Enedis, pour justement concentrer les demandes, on fera des procédures à Toulouse, certaines à Bordeaux, etc. Et on le verra en fonction des souscriptions. Et si, comme vous dites, il y a des îlots qui justifient qu'on reste localement présent pour justement permettre à tous les riverains du tribunal de Toulouse de venir. Non, il y aura plusieurs procédures. Il y aura 500 plaignants ici, 300 là-bas. Il pourra y avoir. Ah oui, s'il n'y a aucun plaignant, c'est sûr que c'est résolu. S'il y en a beaucoup, vous ferez une partie en Nanterre, une partie par métropole. C'est sûr qu'il y en aura au moins quelques-unes, vu déjà le succès de la L'engouement. pétition. Oui, je m'en doute. Oui. Ça Après, sera par métropole. Il n'y aura pas tous les tribunaux de France. Ah, vous ne ferez pas quand même les 7 ou 8 plus gros tribunaux. Vous ferez 2 ou 3. On verra, on n'a pas arrêté complètement de réfléchir là-dessus. Et c'est possible. Oui. Est-ce que vous savez dans votre liste de pétitionnaires si ce sont déjà des gens qui sont équipés ou qui ont... On a l'information. Il y a les deux. Il y a les deux. Si vous allez sur le site, vous verrez, quand vous vous inscrivez, il y a une petite question, est-ce que vous êtes équipé ou pas équipé? Voilà. Et vous connaissez leur profil, leur localisation géographique? Ça se retrouve beaucoup dans votre région? Alors, on n'est pas aussi bon en big data qu'Enedis. On n'analyse pas la localisation dans le cadre de la pétition. On ne la demande pas, on n'a pas de données là-dessus. Dans la pétition. Mais quand Évidemment, on a l'information. Je reviens sur le calendrier. La procédure, vous la lancez mai-juin, normalement. Mai-juin. Encore une fois, le temps. C'est l'assignation. C'est l'assignation, il faut d'abord qu'on la rédige, il faut qu'on soit d'accord. Il y a des tas de questions de droit extrêmement intéressantes qui se posent. On veut aussi compléter en faisant un petit détour vers le droit européen parce que je pense qu'il y a des matières pour tacler Enedis. Donc, encore une fois, vous savez comment on travaille ici. C'est pas une accusation qui fera 3 pages en disant c'est les méchants, on est les gentils, mais on va avoir les textes, les jurisprudences, y compris par exemple, je me souviens qu'on a fait déjà des recherches en direction de l'OMS. Il y a des recommandations du Conseil de l'Europe sur l'exposition au rayonnement ionisant. Non, il y en a pas.
non ionisant, il y a plein de recherches. Et chaque fois qu'on affirme quelque chose, normalement, on a la preuve. Vous verrez dans le dossier de presse qui vous est remis, sur les 2 ou 3 arguments principaux que nous avons évoqués, on vous a remis quelques éléments de preuve pour montrer qu'il suffit de gratter un petit peu pour montrer les contradictions d'Enedis. Et à propos des contradictions d'Enedis, et pour montrer aussi le harcèlement dont font l'objet les consommateurs, quand un opérateur téléphonique vous appelle pour dire « Bonjour, je suis Enedis ou sous-traitant Enedis, je vais vous installer le Linky », c'est gratuit et c'est obligatoire. En une phrase, 2 mensonges. Il n'y a aucun texte légal qui impose aux consommateurs d'accepter le Linky. On le cherche encore. D'ailleurs, dans le cadre des recours en justice, à aucun moment Enedis n'a demandé au juge à obliger les consommateurs. Et deuxième mensonge, on vous dit c'est gratuit. C'est faux. Et c'est marqué dans le code de l'énergie. Et dans le rapport de la Cour des comptes. Et dans le rapport de la Cour des comptes. Donc, il est clairement dit que c'est les consommateurs qui payent l'installation du Linky. Et alors, si le summum, c'est quand même la réponse ministérielle qui a été faite à un sénateur ou un député, je ne sais plus, dernièrement, qui dit si vous n'acceptez pas le Linky, ce qui veut dire qu'on peut ne pas l'accepter, si vous n'acceptez pas le Linky, vous allez devoir payer la relève à pied. Mon Dieu! Oui, c'est comme ça que c'est formulé. Oui, mais la relève à pied, vous la payez déjà. Donc vous n'allez pas payer plus qu'aujourd'hui, puisque vous la payez déjà. Elle est déjà dans le TURP. Dans la facture aujourd'hui, votre facture d'électricité, la relève à pied figure sur une ligne spéciale. Donc vous n'allez pas payer plus parce que vous allez refuser le Linky. Donc grâce à cette réponse ministérielle, nous avons 1, la preuve qu'on peut refuser, et 2, que la sanction, ça serait peut-être de payer la relève à payer, mais qu'on le paye déjà. Donc tout ça... Est-ce qu'on ne la paie plus après? Non, ça sera à voir avec Enedis. Non, mais vous n'avez pas vérifié ça. Non, parce que c'est un tarif. C'est pour tout le monde la paye déjà, la relève à pied. Il y a Oui, une ligne mais de relève à une pied. fois que vous avez ce compteur, vous ne la payez plus. Alors c'est le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Dans sa composition, il y a la relève à pied. C'est pas un tel ou un tel, c'est tout le monde paye le TURP. Oui, j'ai entendu. Mais si vous avez votre compteur, est-ce que vous pouvez demander à l'enlever ça alors du coup? Non. À force. Enfin, à contrario. Mais non, puisque c'est pas individualisé. Oui, d'accord. Alors, vous nous avez parlé de la jurisprudence de votre cabinet d'avocat. Est-ce qu'il y a d'autres jurisprudences d'autres cabinets qui auraient déposé avant vous des référés à titre individuel ou non référés? C'est de la jurisprudence. Alors, vous avez peut-être vu dans la presse, il y a une certaine Gilberte Morel, elle a été dénommée comme ça dans la presse, qui a gagné un procès contre Enedis et EDF, qui effectivement, sa consommation, un peu comme un grand nombre de cas que vous connaissez, a doublé depuis la pose du Linky. Et Enedis se contentait de dire non, c'est pas possible, aucune expertise, rien. Enedis a un peu la parole en or, et il suffirait de cette parole pour convaincre les juridictions. Et la juge a condamné Enedis et EDF à indemniser cette dame qui avait vu sa consommation doublée et à qui, en plus, à qui ils avaient coupé l'électricité pendant 2 mois. Parce qu'elle n'était pas contente. Mais elle n'a pas eu l'autorisation de refuser et qu'on lui remette un ancien contrat. Je ne sais pas si elle a demandé. Voilà. C'est tout le problème. C'est pour ça que je vous demande s'il y a une jurisprudence. Je me demande si on est les seuls à obtenir des retraits de Linky. Il y a d'autres actions, non? Oui, il y a plein d'actions. il y a plein d'avocats qui sont sur ce dossier. Oui, c'est ça, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Collectif, quand même, on entre aussi. Enfin, Pas. semi-collectif. Mais qui ont abouti, Collectif, pour l'instant, individuel. Pas forcément. D'accord. Nous, dans l'équipe, il y a 6 avocats différents aussi selon les régions. Et donc, il y en a des collègues qui ont fait déjà l'associé. À Bordeaux, par exemple, c'est Pierre Urmic qui défend la Qui cause. est votre associé qui est urbain? Qui est énorme. Exactement. Un Il y a partenaire, un beau monde. Hein. Donc, Vous visez des infractions pénales, enfin, vous visez aussi? Oui, mais dans leur consécration civile, c'est-à-dire que par exemple ce harcèlement, ces relances, etc., dont on commence à s'habituer à tort, puisque imaginez un seul instant que ce soit le plombier du coin pour vous vendre un produit qui vous harcèle comme ça, vous envoie des textos en faisant le guet devant chez vous, etc. On comprend bien qu'il y a une fibre pénale, c'est ce qu'on appelle les pratiques commerciales déloyales, soit qu'elles soient trompeuses, soit qu'elles soient agressives, et c'est ce qui est reproché à Enedis, et à ce titre-là, il y a une indemnité qui est demandée devant les tribunaux, c'est-à-dire c'est une faute pénale, mais c'est devant le tribunal civil pour demander une indemnisation. L'assignation, enfin, il n'y aura qu'une action civile. oui. Alors il y a un développement pénal, vous anticipez, qui est en cours, mais qui ne fait pas l'objet de cette action-là. C'est une somme de 5 000 € qui est demandée en préjudice, ça j'ai vu sur la... Oui, c'est l'appréciation du préjudice moral. On l'a chiffré à 5 000 €. On sait bien que les juridictions sont, quand elles acceptent de reconnaître la responsabilité, offrent difficilement ces 5 000 €, mais il fallait faire une demande. Donc on l'a tablé comme ça. On n'a pas de jurisprudence pour anticiper la prochaine question qui détermine le montant.
mais c'est du harcèlement. Donc si on arrive à prouver que c'est répété, volontaire, c'est un peu la faute lucrative que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que Enedis est très bien d'aller à la frontière, voire de l'autre côté de la loi, mais comme elle est plus puissante qu'elle fait peur, elle se dit, comme je ne suis pas poursuivi, je continue. Maintenant, on dit stop, arrêtez. Nous sommes maintenant des milliers, j'espère, à vous dire qu'on n'en veut plus de cette pratique, et donc on vous demande une indemnisation. On verra ensuite ce qu'en décidera le juge. La petite dame, elle a eu 1500 €. Allez, voilà. S'il y a un début de jurisprudence. Madame Morel, Oui. elle a gagné 1500 €. Est-ce qu'il y a une différence entre les locataires et les propriétaires? Est-ce que c'est qui a la décision de Non, c'est un contrat de consommation. Donc c'est un contrat entre l'habitant, qu'il soit locataire ou propriétaire ou tout ce que vous voulez d'autre même, et le distributeur et le fournisseur. Le propriétaire n'est pas concerné. Le propriétaire n'a pas son mot à dire. Après, évidemment, il peut y avoir des litiges ensuite quand le locataire vend l'appartement. Oui. Encore une fois, parce qu'Enedis à la main un peu. Une fois qu'il y a le compteur, c'est sûr qu'il faut la lever. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que le temps passe. Je ne sais pas combien il y en a d'actions en France, une dizaine en même temps que vous là. Je ne sais pas, c'est vous qui devez faire l'enquête. On n'a pas le temps de s'occuper des concurrents. On a suffisamment. Ce que dit Arnaud s'est couché très tard, pour dire ce matin. Mais Et pourquoi l'Inter? c'est parce que c'est le siège social de Enedis. Ah, d'accord. À Courbevoie. Hop. Je sens que le temps passe, donc on va vous libérer. Merci pour ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Durant. Ah ça, il faut voir.